partez au travail ou alors vous allez étudier ou je ne sais quoi ou qu'est-ce. Donc, bienvenue. Juste avant de commencer, je voudrais dire que je me suis fait remonter les bretelles puisque les 2 dernières semaines, je disais le journal B alors qu'on dit journal B. Peut-être que vous en avez parlé autour de vous et que les gens n'ont pas saisi de quoi vous parliez. C'est donc tout à fait normal. Comme tous les lundis, on se retrouve, on va parler d'actualité délirante, comme disent les gens sous drogue, car oui, c'est complètement du délire. International, la Chine inaugure son tout premier feu de circulation pour chameaux. C'est vrai que le trafic est très dense. Il faudrait peut-être même prévoir un ralentisseur, voire un dos d'âne. Ce n'est pas la même chose, hein, comme les chameaux et les dromadaires. Derek Chauvin déclaré coupable, enfin, mais il faudra attendre 2 mois avant de connaître sa peine. 2 mois. C'est pas un très bon teaser, ça. On parle de justice ou de Casa de Papel? Franchement, on veut être spoilé, hein. Balancez l'info parce qu'il lui a pas laissé 2 mois à George Floyd. Quant à lui, Thomas Pesquet a rejoint l'ISS au bout de 23 heures de voyage. On aura donc mis moins de temps à rejoindre l'espace qu'à envoyer Derek Chauvin en prison. Média Instagram veut développer une version réservée aux moins de 13 ans pour limiter, voire empêcher les interactions entre les mineurs et les adultes. Et c'est vrai que s'il y a bien une chose que j'ai appris sur les internets, c'est que c'est très difficile de mentir sur son âge. Oh non, j'ai 47 ans, je ne vais pas pouvoir m'inscrire sur cette application dédiée aux mineurs. Oh, je suis battue. Économie, drame pour le Royaume-Uni. Alors, pour rappel, ils ont vécu le Brexit, le Covid, la mort du prince Philippe et maintenant, pénurie de nains de jardin. Pourquoi il y a encore des gens qui mettent des nains de jardin? Parce qu'on s'occupe de la cause de beaucoup d'êtres humains quand même sur Terre. On s'occupe de la cause des Noirs, des femmes, des musulmans. Mais les nains, on s'en fout. Ou alors, ok pour les nains de jardin, mais alors faisons-le pour tout. Le borgne de jardin, le noir de jardin, la grosse dame blanche de jardin, l'aveugle de jardin et sa canne de jardin. Après, peut-être que c'est comme l'appropriation culturelle. Et si c'est un nain qui est à la tête de la société des nains de jardin, alors je la boucle. L'équipe du journal B est sur le coup. Politique, cette terrible nouvelle. Emmanuel Macron annonce la suppression de l'ENA. Depuis sa création en 1945, l'École nationale d'administration a formé 4 présidents, une centaine de ministres et un somme incroyable dans le cœur de millions de Français. Macron, qui, je le rappelle, a fait l'ENA. Hein. Mais quel ingrat! Il a peur qu'un énarque vienne prendre sa place? Bon, après, avec la suppression de l'ENA, je pense que ma mère va enfin arrêter de me dire pas besoin d'avoir fait l'ENA pour monter son meuble Ikea. Mais maman, tu penses vraiment que les énarques montent eux-mêmes leurs meubles? Et tu penses vraiment qu'ils les achètent chez Ikea? Non. La question maintenant, c'est pourquoi il veut supprimer l'ENA? Pourquoi à 1 an des présidentielles? Je me le demande. Après, je lui jette pas la pierre puisque moi-même, quand j'étais déléguée de classe, non mais au début de l'année, tu vois, j'étais gentille pour me faire élire. Après, je n'étais qu'une enflure. Ensuite, je redevenais gentille à la fin de l'année, principalement auprès des plus pauvres, pour me faire réélire. Bon, ça n'a pas marché. J'espère que pour Macron, il en sera de même. L'ENA sera donc remplacée par l'ISP. Et là, tout change. L'Institut du service public. L'Élysée parle même de révolution. Tout de suite, un reportage signé Thomasy à la rencontre d'une future élève. Anne-Marie-Françoise de Gonzague, bonjour. Vous êtes heureuse d'entrer dans cette école? Oh oui, bien sûr. Pour moi, l'ENA, c'est un rêve de gosse. ISP. Oui, l'ISP, c'est un rêve de gosse. Enfin, de mes parents, mais moi, j'étais gosse. Ils font quoi, vos parents? Alors, mon père est crémier. Dans une crèmerie? Oui, tout à fait. C'est le PDG de la crèmerie Danone. Et vous pensez que la diversité sociale va progresser? Ah oui, bien sûr. Mais de la diversité, déjà, on en a. Hein. Ah ben, prenez par exemple Samy. Vous avez oublié votre sac? Merci. Il est étudiant? Oui. Je Alors, suis pas l'ISP, étudiant, ça va de soi, mais c'est mon coursier. Attendez. Samy? Oui. Ah non, pardon. Je vais bien vérifier, ils sont pas tous comme ça, mais...
On sait jamais. Anne-Marie-Françoise de Gonzague, merci d'avoir été avec nous. Merci. Bon, donc ça va vraiment pas changer grand-chose, hein. Je crois que c'est comme quand McDo a voulu changer la couleur de l'enseigne et passer du rouge au vert, hein, pour s'engager dans le développement durable, avec une viande qui est quand même restée de qualité très médiocre. Culture polémique autour du Salvator Mundi. Ce tableau attribué à De Vinci a été acheté en 2017 par le prince héritier d'Arabie Saoudite pour la modique somme de 450 millions de dollars. Alors, petit problème, on n'est plus très sûr que c'est un De Vinci. Ça a beau être un milliardaire, franchement, j'avoue que ça me fait un peu de peine pour lui. Parce que... Non, mais ça me rappelle quand j'étais moi-même en 4e et que je pensais avoir acheté des Adidas en promotion. C'était des fausses. Tout le collège s'en est rendu compte, sauf moi. Adadas, qui m'ont surnommé toute l'année. Est-ce que c'est ça qui a nuit à ma réélection? Certainement. Mais Léonard ou pas Léonard, le tableau est le même, hein. Si c'est vraiment le prix qui importe autant, bah, autant afficher directement la facture sur le mur. Après, moi, je ne suis pas experte, mais je pense savoir qui a peint ce tableau, hein. C'est la restauratrice Diane Modestini. En seulement 2 ans, je pense qu'à ce rythme-là, elle aurait pu le signer elle-même. En tout cas, si vous aimez le Salvator Mundi, vous pouvez vous procurer une affiche pour seulement 7,95 €. Alors oui, c'est un faux, mais ça vous fera un point commun avec les milliardaires. Il est artiste, il va nous parler de ce sujet et de ses œuvres. Merci d'accueillir notre invité de la semaine, c'est Berthé Wan. Bonjour Berthé, ça va? Très bien, merci. Donc Berthé, tu es artiste plasticien et BDiste. C'est bien ça. Est-ce que c'est normal pour toi qu'une œuvre coûte 450 millions de dollars? Ouh là là, ça c'est bizarre comme question dans la mesure où pour moi c'est de la peinture. Qu'elle ait 1000 ans ou qu'elle ait 5 ans, c'est de la peinture quoi. Alors des chiffres comme ça, c'est fou, je dirais. Ouais, c'est ça. Après, si tu vendais une œuvre ce prix-là, tu serais content, mais tu trouverais ça fou quand même. Je trouverais pas ça si c'était, je trouverais pas ça fou si c'était moi qui la vendais évidemment. Ouais, c'est autre chose. Comment tu fixes la valeur d'une œuvre d'art? Ouh là là, alors là je pense qu'il faut demander à des professionnels, mais je dirais que c'est par rapport à la personne qui l'a peinte, au temps de travail qu'il a fait, en fait si c'est une œuvre très compliquée, enfin si elle a une histoire, etc., etc. Parce que nous, quand on démarre dans le milieu de l'humour, souvent au début on est payé au chapeau, ça veut dire que les gens ils mettent ce qu'ils veulent, et franchement des fois ça fait pas plaisir. Ça peut même faire très mal. T'as vécu des trucs comme ça? Non. Dieu merci, Dieu merci. Très bien. Merci beaucoup. Berthé, tu es également dessinateur de BD. Comment tu as eu envie de te lancer dans ça? C'était quoi? Comment t'as voulu? Alors, j'avais 10 ans. C'était à l'époque, je regardais le Club Dorothée, pour ceux qui connaissent. Et dans cette émission, il y avait un dessinateur qui s'appelait Cabu, qui faisait des super dessins. Et avec mes yeux d'enfant, je regardais ça et je me suis dit, plus tard, c'est ça que je veux faire. Mais, il y a toujours un mais dans une histoire. C'est que mes parents, quand ils me voyaient dessiner, ils me disaient « Arrête tes bêtises et fais tes devoirs ». Mais pire encore, les profs aussi. Quand ils me posaient la question « Berthé, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et que je répondais « J'aimerais être dessinateur », on me disait « Mais choisis plutôt un vrai métier ». On vit la même chose. On vit tous la même chose dans le milieu artistique. C'est fou de se dire un vrai métier alors que c'est aussi un vrai métier. Et je sais que donc, tu n'es pas devenu dessinateur tout de suite. Dans tes jeunes années, tu ne faisais pas ça. Ah, carrément pas. Carrément pas. Ah, faut que j'en parle. Bah, si tu le souhaites. Moi, je n'oblige à rien. Alors, effectivement, j'ai toujours aimé le dessin. Mais malheureusement, en fait, dans le quartier dans lequel j'ai grandi, dans la ville dans laquelle j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, hein, dans un quartier, dans une ville qui s'appelle La Courneuve, dans un quartier qui s'appelle les 4000. Disons que le dessin, c'était pas la préoccupation, en fait, du truc. Et du coup, moi, j'aimais le dessin, mais disons que j'avais d'autres préoccupations, à savoir gagner des sous, en fait. Peu importe la manière. Ouais. 3 petits points.
Donc on ne parle pas de la suite. Si tu me poses la question, je te répondrai. Et donc comment as-tu gagné de l'argent? Alors, comme je le disais, hein, j'étais tout jeune, alors je gagnais de l'argent très tôt en volant des vélos. Et puis ça a fini par braquer. Tu les revendais sur le Bon Coin? Ouais, ça n'existait pas encore. Ah, ça n'existait pas. Mais voilà, j'ai commencé en fait comme on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Et du coup, j'ai commencé par voler des vélos et aller revendre dans le quartier, aux grands frères du quartier. Et j'ai fini en fait dans des banques, dans des bijouteries. Mais j'ai surtout fini en prison. Tu as surtout fini en prison et là, tu as eu un deuxième déclic. Voilà, en fait, je me retrouve en prison et du coup, je repense à qui je suis, à ce que je vaux aussi et surtout à ce que me disaient mes parents, à savoir ma mère qui me disait pour t'en sortir dans la vie, il n'y a pas mieux que les études et mon père qui disait peu importe les études, pour t'en sortir, il n'y a pas mieux que le travail. Et du coup, je me retrouve en prison et je me dis qu'il est temps de passer, il est temps de changer de fusil d'épaule. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai obtenu en prison un bac, que j'ai obtenu avec mention, s'il vous plaît. J'ai continué avec un BTS et j'ai surtout, à ce moment-là, repris ma passion, qui était le dessin. Et il s'est passé plein de choses, en fait. Donc là, tu as été repéré à ce moment-là, tu as gagné un prix, c'est ça, hein? C'est ça, je me mets à dessiner. Disons que l'organisation de la prison, donc les surveillants, etc., voient comment je dessine et tous me disent « Mais attends, mais regarde le don que tu as, le talent que tu as, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Sauf que moi, à l'époque, j'avais la tête dure, je ne calculais pas du tout ce qu'ils me racontaient. On m'a inscrit à des concours et à chaque fois, je gagnais les concours, je vendais des dessins, jusqu'au jour où on m'a proposé de participer au Festival d'Angoulême, à un concours. Je ne voulais pas y participer. Et puis tout le monde m'a saoulé, finalement j'ai donné un dessin et il s'avère que j'ai gagné. Et de là, un éditeur, c'était bizarre parce qu'un éditeur souhaite me rencontrer alors que je suis en prison. Il vient me voir au parloir. C'est incroyable ça. Mais alors attends, parce que tu as dit que tu as été inscrit à des concours. Tu n'as pas dit je me suis inscrit, tu as dit j'ai été inscrit. Qui t'inscrivait à des concours? Alors c'était le service culturel en fait dans la prison. Il y a un service culturel qui au départ voit mes dessins, entend parler de ce que je fais et me propose en fait de participer à des concours qui se tiennent eux à l'extérieur. Alors imagine le truc, moi je suis condamné à 10 ans de prison. Et on me dit, ça te dirait de participer à un concours qui se tiendra demain dans Paris, enfin plutôt dehors dans Paris, tout ça. Attends, je suis condamné à 10 ans de prison, j'entends dehors Paris, j'ai dit vas-y on sort quand? Et on me répond que non, 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 toi tu restes ici, mais tes dessins, eux, peuvent sortir. Et donc c'est ce qui s'est passé. Ok, et bravo, ça c'est super. Donc tu gagnes quand même le festival de dessin d'Angoulême. Un concours qui s'appelle Transmuraille au festival d'Angoulême, oui. Et donc tu es encore en prison. Donc ça, c'était en quelle année le festival? C'était en 2009. En 2009, ouais. Et tu es sorti un an après, c'est ça? Je suis sorti, un an après, exactement. Et donc après, il y a l'éditeur qui était venu te voir et tu t'es mis tout de suite... Alors c'est presque ça, parce que je sors, il m'arrive un truc dingue, c'est que dès que je sors, des gens ont réussi à avoir mon contact. Et grosso modo, on me propose une expo dans les beaux quartiers de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré. On me propose ça 2 heures après que je sois sorti de prison. Et je vous passe les détails, mais je me retrouve dans cette galerie, je discute avec le mec, ou plutôt je le tchatche, et après cette discussion, eh bien, il me propose dans 3 mois d'exposer dans cette galerie. Alors là, je me retourne, je vois que je suis dans une galerie magnifique, rue du Faubourg Saint-Honoré, sur 2 étages, et il me dit, voilà, tu exposeras ici. Et donc, il a fallu travailler. Moi qui ai grandi avec énormément d'artistes, des artistes qui viennent de la culture urbaine, donc je savais comment ça fonctionnait. Certains avaient des managers, avocats, etc. Je me suis dit, je suis qu'un petit dessinateur, mais je vais faire comme si j'étais un bête de dessinateur. Moi aussi, je vais m'entourer, et c'est ce qui s'est passé. Et le jour du vernissage, ça a cartonné. Mais c'est fou en plus, parce que j'ai quand même regardé un peu ce que tu as fait. Il me semble que tu as fait un BTS en communication, donc tu n'as pas du tout fait des études en lien avec les arts. Donc c'est vraiment, c'est inné en fait, c'est un don... Alors, je dirais que c'est un don, mais comme tous les dons, ça se travaille. Et moi, ma façon de travailler, disons que j'ai eu du temps derrière les barreaux. Et du coup, j'ai beaucoup dessiné. Et puis, effectivement, il a fallu savoir se vendre. Et donc, ça m'a vachement aidé, les études que j'ai faites. Et c'est très cool. Merci. Non, on dirait... C'est ma façon de parler, on dirait que je le dis en ironie, mais alors pas du tout, je suis fan.
Voilà. Sinon, j'ai vu aussi à côté de ton métier d'artiste, tu travailles aussi avec des jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans cette galerie, ça marche super bien, les journalistes sont là, ils sont en train de me féliciter. Et en les observant, je me rendais compte que, ils ne se rendent pas compte que là où j'ai grandi, il y a énormément de jeunes qui ont des dons, du potentiel, etc. Et je me suis dit, ça, il fallait le mettre en avant. J'ai donc décidé de monter une association qui s'appelle Macadam, qui a 2 objectifs. Le premier, c'est de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Le deuxième, c'est d'essayer d'emmener la culture là où elle est difficile d'accès. Et donc, les partenariats que j'ai créés, ça a été avec tout d'abord les prisons en France, mais aussi avec les écoles, les maisons de quartier, les mairies, etc. etc. Donc aujourd'hui, j'interviens et je fais intervenir énormément d'artistes, mais pas que des dessinateurs, mais aussi des rappeurs, des écrivains, des journalistes, enfin plein de personnes, déjà pour raconter leur parcours de vie, parce que la plupart aussi des artistes que je connais ont un parcours complètement fou. C'était difficile, je pense que tu as dû passer aussi par là. Et puis, c'est magnifique quand ils racontent que malgré tout, ils se sont accrochés. Et pour moi, j'aime entendre et voir dans les yeux des jeunes quand ils découvrent une personne qui leur dit que, tu peux t'en sortir, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur de peau, ta religion, ton niveau social, etc. Donc c'est important parce que là, c'est pas la télé qui le dit, c'est une personne en chair et en os, en fait, qui a devant eux. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu voudrais partager une information ou quelque chose que tu voudrais nous dire en plus Ah ouais, avec plaisir. Je voudrais dire qu'il y a une super galerie qui s'appelle la Galerie Sakura qui va faire une exposition sur le thème de Goldorak à partir du 4 mai dans le Marais et je vais en faire partie, donc venez nombreux. Eh bien, trop bien. On sera là. Merci beaucoup, Bertrand. Merci. Ah, peut-être une dernière chose, c'est que avant de te recevoir, j'ai cru qu'on recevait Philippe Berthet. Et pas du tout, c'est Berthet One. Et donc, Berthet est ton vrai prénom. Berthet, c'est mon vrai prénom, ouais. Et donc, tu as rajouté One pour pas qu'on te confonde avec Philippe Berthet. C'est ça, parce que je suis obligé de rajouter quelque chose, en fait. Oui. C'est que Philippe Berthet, effectivement, c'est un super dessinateur, on va dire un vieux de la vieille, qui a travaillé dans Spirou, etc. Et puis, donc, c'est son nom de famille. Et puis, moi, Berthet, c'est mon prénom. Et donc, moi qui ne voulais pas utiliser mon nom de famille, j'ai utilisé les codes que je connais, les codes de la culture urbaine, où les taggers, derrière leur signature, ils mettent One pour dire qu'ils sont les premiers. Et donc, c'était pour nous différencier Philippe Berthet et Berthet One. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Tu veux rajouter une dernière chose? Je suis très heureuse de venir au Comedy Club. Donc, venez, Charlie, c'était de la bombe. Charlie, t'es où? Elle est en bas, elle est là, elle te regarde là, dans toutes les caméras. Eh bien, super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Berthet. Vous pouvez retrouver son travail dans un lien qui va être dans le Cotentin ou je ne sais pas quelle région de la France. On aime les bonnes nouvelles, on les préfère aux mauvaises et il est là pour nous en parler toutes les semaines. Merci d'accueillir Steve Tran. Merci. Bonne nouvelle pour le vivre ensemble. 5 personnes sont au tribunal pour incitation à la haine raciale sur Twitter. Et franchement, ça fait plaisir qu'on condamne les abrutis sur les réseaux. Parce qu'il faut voir, c'est devenu le point de rendez-vous du racisme décomplexé. C'est chelou comme expression. Parce que ça voudrait dire qu'il y a déjà eu un raciste complexé. Ça donne quoi? Quand je sors de la piscine et que j'ai froid, j'ai pas envie qu'on voit que j'ai un petit racisme. Bref. Passons au tweet d'un des accusés. Et attention, on est sur du haut level là, c'est du Baudelaire. J'appelle tous mes Renois et tous mes rebeux du 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 à agresser chaque Chinois qu'ils croiseront dans la rue. T'es pris pour qui, poto? Il s'est pris pour De Gaulle, tu sais. J'appelle mes rebeux, mes Renois. Frérot, en fait, t'es un raciste fragile. Si tu veux te battre, tu viens. On va régler ça tranquillement, solo. Ça va pas parler chinois, comme vous dites. Expression claquée, d'ailleurs. Ouais. Bon, moi, j'ai l'impression que, tu sais, pour les racistes, l'intelligence, c'est un virus qu'ils n'ont pas envie d'attraper. Ouais. Donc, gros big up à ceux qui ont travaillé sur l'enquête. Parce que quand tu vois le niveau des tweets, t'imagines bien la défense. On n'est pas bon. On n'est vraiment pas bon. Arnaud se défend en disant avoir voulu charrier un ami asiatique. Arnaud, poteau,
Fais un effort. Cette excuse de « j'ai un ami » ne marche plus. Ça n'a jamais marché. Surtout depuis que Nadine Morano a dit « me faire passer pour une raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes et ma meilleure amie tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. » Ancienne secrétaire d'État. On n'est pas bon. Hein. Il n'y a pas que sur Twitter qu'on peut croiser des génies d'ailleurs. Je vais vous lire le tweet d'un des autres. Vous savez quoi, Norflem ? Je vais pas le lire. Vraiment, il m'a saoulé. Et tous ces racistes fragiles, j'en peux plus, tu vois. Mais pour se défendre, cet abruti a quand même dit « Je comprends, ça se fait pas, mais bon, c'était un peu marrant quand même. » Non, non, non. C'est quoi cette défense, poteau ? C'est comme si demain, Dupont de Ligonnès disait « C'est pas intelligent ce que j'ai fait, mais faut avouer que cette terrasse est bien coulée quand même. » Hey. Moi, je crois que les gens ont un souci, ça veut pas rentrer. Tu sais, c'est de la bêtise. Hein, parce qu'il y a quand même un accusé qui a dit moi, je l'aurais pas fait dans la rue, j'aurais eu peur de blesser des gens. Faux! T'avais peur qu'on te blesse toi, mon gars. Et tu penses que sur Twitter, les gens ne savent pas lire Tu peux pas les blesser, les gens, sur Twitter? Mais t'inquiète pas, ils vont apprendre à lire, juste pour lire ta condamnation, mon gars. Et comme il y aura beaucoup de pages, eh ben, ils vont beaucoup lire. Hein. On attend le verdict pour le 26 mai. Hein. On espère que ça se passera bien comme en Belgique où pour une affaire similaire, un homme a été condamné. Par contre, lui, c'est chaud. Hein. Le poteau, il a pris une complète. Amende, peine de prison, avec un petit peu de sursis comme ça. Hein. C'est un bon début, mais malgré sa condamnation, l'accusé a déclaré vouloir rester raciste. Eh ben, reste en prison, mon pote. Merci à tous, amour sur vous. Merci Steve et bon anniversaire. Bon anniversaire Steve. Ça fait plaisir les bonnes nouvelles comme ça. Hein. Je sais qu'au milieu c'est teinté de pas de bonnes nouvelles, mais quand même le début et la fin c'est une bonne nouvelle quoi. Ça fait plaisir. Tout de suite, on retrouve Eve et Maëlys qui vont nous parler de leur vision à elles de l'actu avec des petits bonus rigolos dans le JT des enfants. L'information qui donne des infos tous les jours. C'est l'heure du goûter, il est 16h, alors c'est parti pour le JT des enfants. En Italie, 250 € vont être versés chaque mois par enfant pour encourager les couples à avoir des bébés. Mais c'est pas juste moi si je veux de l'argent de poche. Mais t'as pas de poche. Bah, c'est pour ça qu'il me faut de l'argent pour avoir des poches. Coupé, Décalé. coupé, à décaler. Action, station-service, essence. On est des troubadours. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a sorti son livre. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le monsieur avec sa barbe qui essaie de recopier ma coupe de cheveux. Il veut devenir président à la place de monsieur le président. Mais c'est pas déjà Macron qui est président à la place de l'ancien président? Ça marche comme ça, la démocratie, ma belle. Ah, c'est comme mon ancienne directrice qui s'est fait remplacer par la CPE. Mais non, Madame Lecourt. Mais si! Jure la vie de Macron. Laisse Macron où il est, s'il te plaît. Ah bah dis donc. Merci Eve et Maëlys. Je dois vous dire, parce que j'étais là pour le tournage, elles improvisent beaucoup, donc elles sont quand même très très fortes, il faut le dire. Et déjà juste pour ça, je les applaudis. J'aimerais tellement, moi, tu sais, je voudrais vraiment revenir à cet âge, comme elles ont juste avant l'adolescence, où je pensais que j'allais être heureuse toute ma vie. Tout de suite, on change de ton. Cette émission est une véritable montagne russe. Il est vénère et il vient nous dire pourquoi. C'est Rémi Oléwan. Ça me vénère. Tu sors de l'hiver, il fait beau, tu te balades. Et là, qui t'attend au coin de la rue? Le plus grand frotteur de France, ce bâtard de pollen. Et là, il me suit partout, il vient se mettre sur mes cloisons nasales comme ça. J'en peux plus, c'est pas possible. En plus, tous les ans, j'oublie que je suis allergique. Comment c'est possible? Ça fait 15 ans. En plus, j'ai un très bon moyen mémotechnique. C'est-à-dire que c'est en même temps que les impôts. Sauf que les impôts aussi, j'oublie. Du coup, je pleure pendant une semaine, je sais plus si c'est les impôts ou si c'est le pollen.
Tu vas dans des parcs pendant le printemps, les gens ils ont les yeux rouges, le nez qui coule. On dirait que tout le monde s'est fait larguer le même jour par la même personne. T'es là, pourquoi tu pleures? Quoi, c'est Pauline qui t'a quitté, c'est ça? Non, c'est le pollen! T'as toujours quelqu'un à côté qui est là. J'ai des antihistaminiques si tu veux. J'ai des antihistaminiques si tu veux. Je suis un gros rageux, je sais, mais juste c'est quoi ce nom antihistaminique en fait? On dirait un truc pour soigner une blessure par balle, pas des éternuements. Pourquoi ils l'ont pas appelé Stop à Choum? Je comprends pas. C'est pas possible. Moi, j'ai voulu comprendre pourquoi j'étais allergique. En fait, c'est quoi une allergie? C'est le système immunitaire qui envoie un faux message. Il voit du pollen, il est là, ah, alors qu'il n'y a aucune menace, ok? Moi, j'ai envie d'appeler, j'ai envie de dire, frère, arrête de m'envoyer des faux messages. J'en reçois déjà 10 par jour sur Instagram. Et 2, c'est quand je bois 8 Tech Paf et que je prévois de faire un salto arrière sur du béton qu'il faut m'envoyer une alerte. Ça, c'est une vraie menace, pas quand je fais un pique-nique. Et en vrai, on est de plus en plus à être allergique, et je vous jure, ça va pas s'améliorer parce que la pollution, ça favorise l'apparition des allergènes. Et bim, chronique engagée. Et c'est vrai, en fait, on a de plus en plus de problèmes respiratoires d'enfants asthmatiques parce qu'on respire un air dégueulasse. Moi, honnêtement, j'ai envie de sortir de chez moi avec des bouteilles d'oxygène sur le dos comme ça, comme si j'allais passer un brevet de plongée. La dernière fois, j'étais à la campagne, j'ai fait ça. On respire mieux quand même. Quel mec insupportable, j'ai envie de me gifler. Mais en même temps, moi, j'ai grandi à Paris, je veux dire, ma première interaction, c'était avec un pot d'échappement. Et d'ailleurs, on peut en parler 2 minutes. Pourquoi les poussettes, elles sont à la même hauteur? C'est quoi? C'est le lobby des Ventolines? C'est quoi le délire? C'est la seule théorie du complot à laquelle je crois, perso. Et juste, venez, on se pose 2 minutes. Parce que je vais vous dire un truc, la pollution, c'est responsable de 20% des décès dans le monde par an. Personne n'en parle. C'est un très très beau match du FC Pollution, directement qualifié pour la Champions League de la mortalité. Et venez, on se pose 2 minutes pour en discuter. Parce que, honnêtement, on va tous finir par prendre des antihistaminiques. Merci de m'avoir écouté. Alors, moi, ce qui me vénère, c'est Roselyne Bachelot qui veut rouvrir les salles de spectacle dans des jauges de 35% en pensant que c'est rentable. Peut-être qu'il faudrait qu'elle commence par bosser 100% du temps. Merci de nous avoir regardés. C'est la fin de cette nouvelle édition. On se retrouve comme d'habitude tous les... Oh, ils sont tristes. Oh, oh, c'est touchant. On se retrouve lundi prochain, le matin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Barbès Comedy Club. Allez regarder tous les programmes, c'est des programmes marrants. Parce que comme le dit très bien Shirley Soignon, la rigolade, c'est l'éclate. Donc abonnez-vous, merci à Berthéwan, merci à Steve Tran, Rémi Oléwan, à toute l'équipe du Barbès, technicien, réalisateur, tout ça, acrobate. Et tutti quanti. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.